Alors, nous poursuivons notre périple vers l'Amérique du Sud maintenant, avec le professeur Falcade, qui est donc professeur de géographie à l'université de Caxias do Sul, au Brésil. Et ses travaux portent sur les paysages viticoles. Et on va voir quelque chose, on va un travail là sur un paysage viticole, la Serra Gaúcha, qui est en fait un paysage récent, fin du 19e siècle. Oui. Voilà, donc on est parti pour 20 minutes, s'il vous plaît, professeur. Merci, monsieur. Madame, messieurs, bonjour. Je veux remercier la commission, le comité organisateur de ces colloques et je vais donner mes félicitations pour tous. Aussi, je me remercie pour avoir été invité pour parler sur ma région. Bien, je vais demander excuse pour mon français. J'espère être compris. La viticulture dans ma région, c'est une viticulture récente. La vigne a été introduite au Brésil pour les Portugais en 1532 dans la région de São Paulo. Mais avant que c'est le Brésil viticole, ne c'est pas tout le Brésil. Nous sommes un pays très grand, mais je dois parler sur la région qui c'est dans l'état plus au sud du Brésil. Et c'est la région Serra Gaúcha. Gaúcha désigne les habitants de l'état du Rio Grande do Sul. Et Serra, c'est la pente, c'est la partie plus haute de l'État. L'économie de l'époque coloniale reposait sur l'exploitation des ressources végétales et minérales, sur les élevages extensifs, sur la culture de canne de sucre et café, associée au travail des esclaves et aux politiques de monopole de Portugal. Parmi d'autres facteurs, ces caractéristiques n'ont pas stimulé la vitiviniculture, qui a été explicitement interdite jusqu'au fin du XVIIIe siècle. La vigne a été cultivée dans les potagères et les vergères domestiques sous la forme de latade avec cépages vitivinifera. En quelques lieux de beaucoup de provinces, pour la consommation locale et pour l'Église. Dans les années 1830, on constate l'introduction de cépages américains et hybrides plus résistants et adaptés aux conditions environnementales qui a favorisé l'expansion de la vitiviniculture. Mais a été avec l'immigration italienne à partir de 1875 que la vitiviniculture connaît sa expansion et son développement, principalement dans la région désignée Serra Gaúcha, au nord-est du Rio Grande do Sul. Aujourd'hui, la vitiviniculture se développe dans diverses régions du Brésil, avec descendants d'Italiens, mais aussi avec investissement d'autres secteurs, dont certains étrangers, ce qui a augmenté la surface cultivée en des cépages vinifera pour la production de vin fin. Et au Brésil, c'est le vin qui se fait seulement avec ces cépages. Cette présentation, c'est sur la vitiviniculture de ces régions. La migration italienne marque une nouvelle étape dans l'évolution de la vitiviniculture brésilienne. Pour le Brésil, l'immigration italienne a été part de la substitution du travail esclave pour le travail libre, le peuplement des terres vacantes du Sud et l'augmentation de la production agricole. Le processus de colonisation se fait dans notre contexte légal, politique, économique et social du Brésil.
Dans la région très escarpée du plateau au nord-est de l'État du Rio Grande do Sul, les immigrants italiens, presque la totalité venus du nord d'Italie, ont colonisé la région prédivisée pour le gouvernement brésilien en 3 colonies. Colonies, c'est une propriété, c'est-à-dire ce sont les lots, qui sont à l'origine de plusieurs municipalités d'aujourd'hui, Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, etc. L'occupation des terres dans toute la région fut rapide. La petite taille du lot et du grand nombre des enfants, des immigrants, vite ont constitué un excédent démographique, lesquels ont exigé l'organisation d'une nouvelle colonie dans l'autre rivière de Rio das Antas. On pourrait montrer. Ici, c'est la rivière. La colonisation italienne s'est développée encore à nouveau le cadre légal qui exigeait que les immigrants repayaient la propriété avant la terre a été donnée et prévoit la division du sol et aussi la direction de la propriété devra être pour le nord, dont la taille a été variable, 24 hectares moyenne. Les immigrants achèteraient les lots à la commission de terre et devaient occuper sa terre, construire leur maison et les rendre productives avec le travail familial. Il s'agit d'une des spécificités du concept de colonie, c'est-à-dire l'espace géographique dont l'extension et aussi la localisation. Les immigrants ont reçu la dénomination et encore reçoivent la dénomination de colons, que ce soit les propriétaires ou la main-d'œuvre qui travaille dans la zone rurale. Cette spécificité fait partie de l'identité sociale et spatiale de la région Serra Gaúcha. Devenir propriétaire signifie avoir une certaine sécurité, une stabilité, une indépendance et pouvoir. L'isolement et l'absence générale de conditions ont laissé les colons dépourvus d'infrastructures. Bien qu'en 1890 a montré que Caxias do Sul, comme à Bento Gonçalves, il était économiquement productif et les colons avaient commencé à participer de la vie politique, bien souvent conflictuelle avec les mairies. L'intégration politique et sociale des immigrants n'a été un processus ni simple ni facile, et l'apprentissage d'une nouvelle langue a été compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Mais dans notre sens, cela a maintenu pour longtemps l'identité italienne. Dans les petites propriétés, les immigrants ont construit un espace caractérisé par la polyculture de subsistance et exclusivement avec la main-d'œuvre familiale. Les migrants italiens étaient en même temps un agriculteur et un artisan, diversifiant ainsi ses activités et pouvant être relativement autosuffisants. Les pentes du plateau, couvertes d'une végétation dense de la forêt, ont été transformées avec la culture des céréales, des potagères, des fruits, y compris la culture de la vigne et des élevages. Le nombre de moulins à blé et maïs était signifié, tout comme les caves. Était significatif, tout comme les caves. Un autre, tous les colons élaborés devant dans les celliers des maisons étaient en pierre basalte, encore conservée dans quelques propriétés. La production, y compris les vins, qui a commencé pour la consommation familiale, a généré rapidement un excédent commercialisé dans les maisons, dans les villages ou dans les villes, dont les propriétaires commercialisant avec des villes plus grandes, comme Porto Alegre, São Paulo et Rio de Janeiro.
transportés en chariot et en embarquement. Donc, l'insertion de la région dans le marché national a été relativement rapide. La liaison ferroviaire et d'énergie électrique ont contribué significativement à l'émergence et à l'expansion de nouvelles activités économiques, alors que l'industrie avait un profil traditionnel avec les moulins, les caves et les scieries, bien que Caxias do Sul se soit spécialisée depuis longtemps dans la métallurgie. Les plus anciennes coopératives agro-pastorales et vitivinicoles qu'il y a aujourd'hui, spécialement à Bento Gonçalves, Garibaldi et Caxias do Sul, ont été créées et se développées après les années 1930. L'évolution de la vitiviniculture dans la région Serra Gaúcha a démontré qu'il y a 4 périodes. Comme l'organisation de l'espace est un processus dont les dates établies pour le début et la fin des périodes sont pour référence. Commençant à écrire, les changements ne se produisent pas avec la même intensité dans tous les lieux. Donc, il y a des viticulteurs et des caves dans la Serra Gaúcha qui présentent caractéristiques des différentes périodes. Les premières périodes, la polyculture. La première période, c'est celle de la polyculture qui a commencé en 1875 jusqu'aux années 1920, au début des années 1930. Où la vigne est une culture parmi d'autres et a été surtout composée par cépages américains. C'est la carte et aussi une image du satellite qui montre la propriété dans la région Serra Gaúcha. On peut regarder dans le paysage la forme rectangulaire de ces propriétés, qui a commencé rectangulaire, mais aujourd'hui, on peut trouver d'autres formes. La vigne a été une culture parmi d'autres composée par cépages américains dans ces périodes. Mais il y a été des exceptions. La culture de la vigne et la consommation du vin faisaient partie de la vie et de l'identité des immigrants et de leurs descendants. En 1888, Giulio Lorenzoni a écrit « Nous, colons, avec une admirable ténacité, ont réussi à abattre une partie de la forêt vierge, édifiant leurs belles maisons en bois. La majeure partie avait déjà planté ses vignes. » Et aussi, il a écrit « Ils ont produit plusieurs barriques d'excellents vins, de raisins purs, sans aucun mélange. » Et aussi, en 1900, il a écrit « Bento Gonçalves avait 13 fabriques de vins, dont 3 ou 4 déjà sont des caves importantes. » En 1907, le gouvernement d'État a invité et envoyé des œnologues Mônaco pour travailler dans la région. Pour retourner. Excusez-moi, pour retourner. Ils ont invité Lourenço Horácio Mônaco pour travailler dans la région pour orienter la viticulture. Ils ont créé la cave Mônaco en 1908. En 1910 a été créée notre cave, s'appelait Dreher, par un fil d'immigrants allemands qui s'est établi à Bento Gonçalves. Les caves Mônaco et Dreher n'existent pas aujourd'hui, mais elles ont eu une grande
importance dans la diffusion de différents cépages et pour l'amélioration de la qualité du vin produit dans la région, parmi les caves fondées dans cette période. Il existe encore la cave Salton à Bento Gonçalves et la cave Peter Longo à Garibaldi, qui ont été créées en 1910 et 1913, qui produisent des vins effervescents depuis 1915. L'installation des stations expérimentales de viticulture et d'œnologie dans plusieurs villes de la Serre Gaúcha dans les années 1920 est liée à l'importance de la viticulture comme activité économique régionale et dont on fait l'importation, l'adaptation et la multiplication de divers cépages de vitis vinifères. La recherche réalisée dans les stations ont contribué à l'amélioration de la qualité du vin dans les périodes postérieures, encore pour développer avec la venue de quelques agronomes et œnologues italiens, comme Celeste Gobato, professeur politique et auteur de livres, écrivain de livres, Emmanuel sur la vitiviniculture. Dans les nouvelles sur les fêtes des communautés, on constate que le vin est toujours présent. En plus, les occasions festives, Azevedo a décrit que le vin était consommé quotidiennement par les colons lors des repas. Une consommation trop grande, mais menant à l'inverse, était fortement réprouvée. Les images montrent quelque chose de la région. Dans l'image à droite, en bas, c'est où s'installait la première station de viticulture et d'œnologie. Et la culture montre aujourd'hui que l'église à gauche, ça fait avec du vin parce que a été une période très sèche. La deuxième période, dans les années 1900, entre les années 1930 et 1960, voit le développement de la viticulture et l'abandon graduel d'autres cultures pour la commercialisation. Ces périodes de croissance de l'importance de la viticulture, pendant lesquelles les hybrides et les cépages vinifères se sont diffusés surtout par les stations de viticulture et d'œnologie. Pour la vitiviniculture de cette période, a été fondamentale aussi la création en 1955 par l'État d'une institution technique d'extension rurale, ainsi que la première école de viticulture et d'œnologie du Brésil en 1959. En fin des années 1920, au début de 1930, a intervenu des changements structurels importants. La législation sanitaire nationale et de l'État a été réformée. Et cela a produit d'importantes centralisations de la production. Les propriétaires n'ont pas pu produire les vins dans les celliers domestiques pour faire la commercialisation. Les caves qui sont localisées dans les villes ont été très développées et ce changement a été très important pour les caractéristiques de la production agricole, vitivinicole de ces régions. Dans ces régions aussi, dans ces périodes, les deuxièmes périodes, ont été développées beaucoup d'autres activités économiques. À mesure que la viticulture de la Serre Gaúcha a gagné importance, se sont multipliées les fêtes des raisins et du vin, avec l'objectif de promouvoir commercialement la production à échelle de l'État et nationale. Les fêtes qui ont commencé à Caxias do Sul et sont fêtes qui reçoit des touristes de l'État et aussi quelques nationaux. Les fêtes ont commencé plutôt en 1931, mais dans plusieurs
ville ont commencé dans les années 1960. La troisième période, c'est la spécialisation de la viticulture. Commence dans les années 1970 jusqu'à 1990. La spécialisation de la viticulture, il y a un processus d'expansion de vignobles conduit sous le système d'espalier, une croissance de la production de vins de meilleure qualité. Aussi la création de nouvelles caves, dont certaines avec des capitaux étrangers comme France, Italie, États-Unis, Argentine, et la réorganisation des institutions de recherche et extension rurale. Se sont également produits des changements dans la législation relative à la production et à la commercialisation des vins et aussi nouvelles normes d'élaboration des vins dans les propriétés. C'est dans cette période que les propriétaires ont pu notre fois produire du vin pour faire commercialisation, pour commercialiser pour autres caves ou même pour les consommateurs. Les marchés consommateurs ont élargi, les marchés brésiliens s'ont ouverts et les caves ont souffert d'une concurrence accentuée du vin étranger. C'est la période de l'organisation au niveau international du Mercosur et aussi des accords TRIPS dans l'OMC. Et dans cette troisième période, le Brésil a été associé à OIV dans l'année 1995. Dans ces périodes aussi, les étudiants de l'école de viticulture et œnologie, filles de viticulteurs, ont retourné pour les familles et ont commencé à opérer des changements de qualité dans la viticulture familiale. Et dans ces périodes commence la création de beaucoup de caves familiales dans les propriétés. Maintenant, les caves grandes dans les villes croissent beaucoup, mais les petites caves dans les familles commencent à être installées. Donc, la plupart dans les propriétés où il y a un fil qui est œnologue. Dans ces périodes aussi, l'énotourisme commence à se développer dans les caves. Des grosses caves commencent à organiser des tours dans la cave et reçoivent les touristes pour ça. Les hôtels, et les restaurants et les boutiques d'artisanat, etc., commencent à croître parce qu'ils ont plus de... ce sont des nécessaires. La quatrième période commence dans les années 1995 et celle de la territorialisation et de la référence spatiale des produits. Le nombre de caves en zone rurale ont augmenté et l'énotourisme a créé un nouveau flux en direction de cette terre rurale de beaucoup de municipalités. Presque une dizaine d'associations de caves ont défini dans leurs statuts l'objectif d'implanter, de commencer les indications géographiques, ce qui a signifié un changement de mentalité qui a consolidé la production de vins de qualité et a ancré les vins explicitement dans les territoires et dans les paysages. Nous avons commencé les recherches pour les indications géographiques dans les années 95
1995, et aujourd'hui, pour nous, ce sont beaucoup. Nous avons implanté 5 régions délimitées, sont reconnues pour l'Institut national de la propriété industrielle et aussi les associations des producteurs du vin et des producteurs du raisin et du vin et d'autres institutions qui sont importantes pour l'énotourisme ont développé des actions pour tourner ces vins très connus dans le Brésil. Dans les années 90 et 15, il n'y a pas quelques personnes, qui connaissent Val dos Vinhedos, et 15 ans plus, la région a été reconnue pour l'Union européenne comme une région d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée du vin. Bien, dans la production qui a commencé comme petit, pour nous, aujourd'hui, s'est agrandi beaucoup. Et l'énotourisme qui avait commencé aussi avec quelques mille personnes, aujourd'hui, dans la vallée dos Vinhedos, chaque année, il reçoit plus de 150 000 personnes. Dans une cave comme Miolo, a reçu dans l'année dernière 200 000 personnes. La production ils ont organisé aussi des routes pour recevoir le tourisme. Dans la région, les principales municipalités de la région se produisent la moitié de la raisin du Brésil et aussi plus de 3 des vins du Brésil. 30% des vins du Brésil. Les paysages que nous avons dans la région se caractérisent pour 3 ensembles. Sont paysages viticoles sur le plateau, dans la pente, ou sur la pente, des versants. Et aussi, il y a des paysages qui n'y a pas de vignes, qui sont fermés ou sont au fond de vallée. Les images montrent un peu ça. Là, nous avons identifié 13 paysages différents. Aucun sont plus qui n'utilisent pas aujourd'hui, mais d'autres sont beaucoup utilisés. La forme de viticulture traditionnelle forme 6 paysages et la viticulture moderne forme 5 paysages. Bien, pour conclure, ce sont des images de type de paysage qui utilisent une chose qui est importante, c'est l'utilisation des terres vivantes pour soutenir les vignes et les ranges de vignes. Et ça, c'est une liaison avec les Étrusques. Et pour vous dire que la préservation de ces paysages et de ces cultures, c'est lié avec des politiques économiques et culturelles qui a déjà, comme la déclaration de la vallée dos Vinhedos comme patrimoine historique et culturel de l'État du Rio Grande do Sul. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le travail pour organiser une association pour faire un travail pour la déclaration des paysages culturels des vignobles comme le patrimoine de l'État du Rio Grande do Sul. C'est une image qui montre l'utilisation de
la plante qui c'est Plataneus acerifolia, comme pour soutenir les ranges de vignes. C'est la forme grecque du vertical et la forme de l'utilisation des terres vivantes, qui c'est étrusque, dans une même ensemble. Merci.